Bonsoir Maurice, comment vas-tu ? Bonsoir Robert, écoute, moi ça va, et nous sommes le 11 novembre 2024, jour férié pour nous deux, bon, qui est déduit de notre salaire techniquement. Qui est le jour où on aurait dû théoriquement sortir un épisode, mais les jours fériés c'est aussi vrai pour le régime des actifs. Et bon, ce nouvel épisode, on va dire que c'est le début de la saison 5. On peut dire que c'est le début de la saison 5, et en ce début de saison 5, je pense qu'on peut proposer un format assez souple, à savoir le café du commerce / antenne libre du régime des actifs, où nous avons préparé quelques sujets de discussion, mais j'aimerais en proposer un troisième, si tu le concèdes. Très bien, alors... annonçons le plan, je te parle des deux premiers sujets, sauf si ton troisième sujet, tu veux le placer avant ces deux autres. Non, alors... Très bien. Alors, annonce le plan et on décidera... Le plan, donc vous avez sans doute cliqué sur cet épisode en voyant une miniature putassière avec Donald Trump et Elon Musk. Alors bien sûr, on va vous parler de la réélection de Donald Trump, mais ce n'est pas le premier sujet que nous allons aborder. Nous allons d'abord faire le point sur l'intelligence artificielle. Ceux qui sont là depuis le début se souviennent qu'on avait fait un épisode où on discutait des utilisations de l'intelligence artificielle et on essayait de se projeter sur comment est-ce que l'intelligence artificielle allait être utilisée au quotidien. Et on a pensé que c'était une bonne idée de faire le point sur la question. Donc on va faire le point sur cette question dans une première partie, puis dans une deuxième partie, on va ouvrir le café du commerce et discuter de cette élection qui a fait grand bruit. Et pour troisième sujet, qu'est-ce que tu nous proposes, mon cher Maurice ? Mon cher Robert, vendredi dernier, nous avons eu le plaisir de déjeuner avec ce brave Apollon le Breton, que vous connaissez car il a fait l'objet d'un épisode à part entière qui était la rubrique du jeune actif du jour, où il nous a parlé du métier de banquier d'affaires, n'est-ce pas ? C'était un épisode fantastique. On a parlé de fusion-acquisition, de ratio d'EBITDA et même de Kunyaman. Voilà, donc c'était l'épisode intitulé Le druide de Rothschild. Voilà, tout simplement car il est breton Ah non, le druide de Wall Street ou le druide de Rothschild ? Non, c'était le druide de Rothschild. Le druide de Rothschild, ouais. Voilà, donc je vous invite à écouter cet épisode. Donc nous avons eu le plaisir de dîner avec ce brave Apollon. Et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et il nous a posé la question suivante, il nous dit « Mais alors, comment ça se passe du côté du régime des actifs ? Comment se porte le podcast ?» Et du coup, moi, le troisième sujet que j'aimerais aborder avec toi, mon cher Robert, en ayant à témoin tous nos auditeurs, c'est quel est l'avenir du régime des actifs ? Où sommes-nous dirigés ? Est-ce qu'on peut faire en ce début de saison 5 et presque, j'ai envie de dire, à l'issue de ces 2 ans quasiment d'enregistrement, quel est le bilan de cette expérience ? Est-elle plutôt positive ? Est-elle plutôt négative ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Et je pense que ça peut intéresser pas mal de nos auditeurs et on pourrait peut-être même faire une miniature encore plus putassière avec écrit « La fin du régime des actifs ». Maurice et Robert s'embrouillent, ils ne se parlent plus et se quittent. On verra ça pourrait être rigolo. Très bien, sans plus attendre, je te propose de sauter dans le premier sujet, qui est ce sujet qui avait été un peu... un de nos thèmes favoris dans le début du régime des actifs, qui est l'intelligence artificielle. Et je te propose que dans un premier temps, on fasse le point à peu près sur ce qu'on disait de l'intelligence artificielle et de comment est-ce qu'on l'utilisait, essayer de voir s'il y a des choses qui ont changé entre-temps. Donc je te laisse l'honneur, mon cher Maurice. Alors, de mémoire, parce que je crois que c'était vraiment le tout premier épisode, où on avait parlé d'IA. On en était au début, c'est-à-dire la suite de l'engouement autour de ChatGPT. Moi, j'ai expliqué justement que je n'en avais pas grande utilité parce que dans le domaine juridique, c'était assez limité, de par le fait que
l'outil ne pouvait pas se connecter à Internet et ne pouvait pas scraper le net et trouver des réponses et agir en tant que moteur de recherche. Et qu'il y avait le grand risque d'hallucination qui, en matière juridique, est une catastrophe parce qu'on a besoin d'avoir des sources fiables et à jour, tant d'un point de vue réglementaire et législatif que d'un point de vue jurisprudentiel. Donc si le petit robot se met à inventer lui-même des sources, imaginons un avocat qui rédigerait une conclusion grâce à ChatGPT et qui arriverait devant un juge, il se ferait absolument massacrer. Il finirait lui-même devant un juge en responsabilité professionnelle, ce serait un désastre. Donc ça, c'était l'usage primaire. Depuis, c'est vrai que moi, je m'en suis servi au quotidien, principalement pour rédiger des mails. Parce que un mail, c'est toujours un moment un peu délicat dans le milieu professionnel, surtout quand on interagit avec des clients. Parce que ça renvoie une image de notre travail et de notre personne. Donc si on se gourde dans un mail, ne serait-ce qu'en faisant des fautes d'orthographe, on passe pour des pitres. Donc la deuxième, ça c'était une de mes principales utilisations de l'IA, on va dire une utilisation assez limitée quand on prend en considération tout ce que permet aujourd'hui cette technologie. Ma deuxième utilisation, c'est une utilisation purement de traduction pour rédiger des contrats, les faire passer du français à l'anglais. Et enfin, je m'en suis servi pour quelque chose d'un peu plus intelligent qui était pour rédiger des business plans. Parce que je me suis posé des questions sur si je pouvais lancer un side business, créer une petite entreprise ou lancer une petite affaire. Et donc j'avais plusieurs idées et à chaque fois je disais à monsieur GPT, en fonction de cette idée, de ce contexte, de mes budgets et de mes ressources, rédige-moi une matrice SWOT. Donc matrice SWOT, c'est cette matrice que vous utilisez pour synthétiser les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques d'un projet. Et de me faire une matrice aussi de prévision budgétaire. Donc ça, c'était assez utile. Et aujourd'hui, pour les besoins de cette émission, j'ai acheté la version payante de GPT parce que sachez que dans le clavardoir du régime des actifs que vous pouvez retrouver sur Telegram, il y a eu un débat passionnant pour savoir si effectivement la version search payante de GPT allait pouvoir concurrencer Google et le mettre en faillite pour remplacer son moteur de recherche par un moteur de recherche dynamique qui puisse avoir des réponses beaucoup plus détaillées en citant des sources et éviter ce travail de comparaison des sources. Et c'était assez décevant. Je dois dire que c'était assez décevant. À la place, je m'en suis servi pour anticiper le travail que j'ai à faire cette semaine et faire des synthèses juridiques de documents. Voilà, donc j'ai été assez long, mais voilà, il y a beaucoup de choses à couvrir. Mais alors, il n'y a pas que ChatGPT, il y a aussi dans l'IA tout un tas d'autres outils. On reviendra dessus ensuite, mais on peut penser notamment à la génération d'images, à la génération de musique, tout à etc. Fait. La génération d'images, sachez que de nombreux visuels des épisodes du régime des actifs ont une part d'IA. ne serait-ce que le dernier, comment il s'appelait le dernier ? Le dernier, qu'est-ce que c'était déjà ? L'auto sans risque. Ah oui, l'auto sans risque, oui, effectivement. Le Robert qui conduit une voiture, le Robert c'est le Robert, mais le corps du Robert et la voiture c'est généré par IA. Alors, en ce qui me concerne, j'étais très enthousiaste. Quand je parlais de ChatGPT, je voyais, avec mon biais d'ingénieur, l'aide à la programmation. Je pensais aussi à GitHub Copilot, qui est un genre de ChatGPT intégré dans l'éditeur de code pour aider à programmer. Et sur ces aspects-là, effectivement, je constate que c'est devenu une habitude pour beaucoup de gens. Moi, j'utilise ces deux outils au quotidien à mon travail, notamment les outils intégrés à l'édition de code, comme GitHub Copilot, et c'est particulièrement puissant. Ça permet d'aller beaucoup plus vite sur sur l'ajout de code qui est un peu redondant, tout ce qui est test unitaire, etc. Souvent, il devine ce que tu veux faire et quand tu lui mets en commentaire ce que tu as envie qu'il fasse, il arrive à le concevoir lui-même et il sait bien reproduire ton style. Donc ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et après, ChatGPT peut être pas mal pour t'apprendre à
à coder dans des technologies que tu connais pas forcément, ou même à t'expliquer certains concepts. Après, le gros problème, c'est qu'il va être souvent assez bon pour te proposer des choses qui sont simplistes sur des technologies qui sont assez connues, mais dès que tu arrives sur des technologies sur lesquelles il y a moins de documentation web, c'est tout de suite beaucoup moins bon. Donc ChatGPT fait encore beaucoup d'hallucinations dans le code et c'est pas encore parfait. Par contre, les outils d'IA en général, la GitHub Copilot proposés par Microsoft sont particulièrement bons. Donc sur cette partie, je pense que on peut voir et on peut dire sans trop se planter que l'IA ça devient vraiment un outil essentiel à l'ingénieur. Récemment, on avait même Google qui annonçait que maintenant 25% du code qu'il produisait était produit par de l'IA. Ah oui, c'est énorme comme chiffre. Ah ouais, et en plus, bon, ça demande toujours forcément une revue humaine derrière, mais quand tu fais du code qui a pas besoin forcément d'énormément de performance, souvent l'IA peut être assez bonne et peut faire du code qui est assez concis, qui est assez lisible, donc moi j'aime beaucoup. Après, il y avait d'autres aspects sur lesquels j'étais ultra enthousiaste, comme le fait d'utiliser l'IA comme une forme de moteur de recherche. Et je pensais notamment à ChatGPT. Et force est de constater que c'est pas si bon que ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Tu as beaucoup de choses qui sont imaginées, beaucoup de sujets dans lesquels les connaissances superficielles sont assez bonnes, mais quand tu creuses un peu, c'est pas très bon. Après, moi, ça m'aide beaucoup. Depuis que je travaille dans un hedge fund, je découvre tout un tas de notions que je connais pas sur certains produits financiers, sur certains indicateurs. Et le fait d'avoir ChatGPT pour m'expliquer les bases, c'est pas mal. Mais si j'ai envie de creuser le sujet, c'est clairement pas ChatGPT que je vais aller voir, c'est plutôt Wikipédia ou des articles un peu plus scientifiques ou aller chercher de l'information un peu plus savante. En revanche, il me semble que Google intègre déjà l'IA dans son moteur de recherche et je sais pas si tu as remarqué, mais maintenant tu as les résultats qui ressortent qui sont plus pertinents et quand tu cherches une phrase dans ton moteur de recherche, tu as souvent sous les premiers liens affichés les éléments du lien, les éléments de la page vers laquelle mène le lien qui sont surlignés afin de te faire comprendre plus vite s'il faut que tu cliques ou pas sur cette page et ça c'est pas mal. Et d'ailleurs, je pense que à terme, on devrait avoir dans Google Search une forme de conversion où on pourrait écrire à Google Search comme on écrit à ChatGPT et avoir derrière Gemini qui convertit ce qu'on écrit en requête Google assez pertinente. Je sais pas quel est ton sentiment sur ça, mon cher Maurice. Aujourd'hui, en fait, typiquement, j'ai un besoin concret qui était de faire des recherches sur un sujet qui est celui de la réglementation FIDA. Ça te dit peut-être quelque chose? Ah, pas du tout. Ah pourtant tu pourras être concerné parce qu'en fait c'est une réglementation qui est en cours de négociation devant le trilogue européen, à savoir Parlement, Commission et l'autre entité que j'oublie toujours. Et en fait, tu as en Europe un règlement qui s'appelle la directive sur les services de paiement. Enfin, du coup, c'est pas un règlement, c'est une directive, mais à culpa. Et qui permet en fait à des fintechs d'accéder aux données des comptes de paiement. Donc typiquement, quand vous téléchargez une application qui fait une agrégation de vos comptes bancaires et vous dit tiens, par exemple, ton budget de temps, tu as fait telle dépense, tu peux l'optimiser de telle façon, c'est entre guillemets grâce à ce texte européen qui impose aux banques l'accès aux données financières, enfin du moins aux données de paiement. Et en fait, la réglementation FIDA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle élargit le champ de cette obligation à l'ensemble des données entre guillemets financières. Donc ça peut être les données de votre assureur, les données de votre compte titre, les données de vos comptes de cryptoactifs, etc., etc. Et le but c'est, avec le consentement de l'utilisateur, de monsieur et madame tout le monde, de permettre à des fintechs d'accéder à ces données et de les monétiser. Donc je ne sais pas, le champ des possibles est très large, ça peut être de l'agrégation, ça peut être des prédictions et ainsi de suite. Et du coup c'est en cours de négociation et moi j'ai besoin de faire au sein de mon taf, on m'a demandé de faire une recherche sur cette réglementation pour savoir si on était en mesure de faire une proposition commerciale à nos clients en termes d'expertise et anticiper la promulgation de cette loi. Et du coup j'ai demandé à monsieur Gepetto,
Et je lui ai dit, bah, je lui ai donné les critères de recherche. Je lui ai dit, bah voilà, j'ai besoin de savoir quels sont les acteurs concernés, quelles sont les obligations. Au sein des acteurs, est-ce qu'il y a un critère de taille, de chiffre d'affaires, quelles sont les données financières concernées, etc., etc. Et j'ai utilisé la version Search, à laquelle on accède uniquement en ayant la version payante. Et malheureusement, déjà, ça me fait une réponse qui est très courte. Ça me fait une page de réponse, alors que je lui ai dit clairement un critère de longueur. Je lui ai dit 1250 caractères, à savoir 5 pages. Donc il va pas au-delà, même si j'insiste, il veut pas. Et après, le problème, c'est qu'il m'a cité genre 5 fois la même source. Et la même source, c'était une pauvre page, un pauvre article rédigé par Deloitte qui faisait 2 pages, et il me l'a cité 5 fois. Bon, après, il l'a croisé avec d'autres sources qui étaient quand même impressionnantes, mais moi, j'avais quand même besoin de choses plus détaillées, plus en profondeur. Et évidemment, je ne pouvais pas uniquement me baser sur ce travail, sinon je pense que je me serais fait licencier au travail. Ouais, donc en gros, c'est pas demain la veille qu'on va avoir Google qui sera remplacé par Search GPT. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, moi, je pense que il n'est pas dit que les futurs moteurs de recherche soient forcément des espèces de chat en ligne. Peut-être qu'en fait, ça sera juste nos moteurs de recherche qui se comporteront un peu plus comme du chat GPT, mais qui seront juste meilleurs dans la proposition de résultats. Oui, clairement. Après, l'interface ChatGPT, c'est quand même quelque chose d'assez facile, que ce soit ChatGPT ou d'autres. Hein. C'est quand même assez pratique parce que ça permet à des gens d'avoir une synthèse assez rapidement sur un sujet donné, mais quand on veut creuser, le moteur de recherche, ça reste beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est marrant parce que en parlant de moteur de recherche, c'est typiquement un des sujets qu'on avait abordé au tout début, parce que justement, il y avait cette crainte que l'IA puisse concurrencer lourdement Google sur le marché du search. Et je crois d'ailleurs que quand ChatGPT est sorti, il y a eu un petit pic à la baisse en bourse. Bon, c'est pas du tout représentatif de ce qui s'est passé par la suite, mais c'était intéressant. Et évidemment, ça ne prenait pas en compte le fait que tout d'abord, Google s'est également positionné sur le marché de l'IA. Évidemment, ils avaient les moyens pour. Surtout qu'en plus, Google, les gens l'oublient vite, mais c'est quand même, c'est peut-être l'entreprise qui a le plus d'articles universitaires sur l'IA, qui publie assez régulièrement, qui a les meilleurs chercheurs, etc. Faut clairement pas les jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Google, c'est peut-être les mieux positionnés sur le sujet. Et aujourd'hui, en plus, GPT n'est pas rentable. Enfin, il claque une thune monstrueuse en recherche, en développement, mais il ne génère pas assez d'argent pour suivre. Donc, ils ne vivent que des subventions de Microsoft. Oui, clairement. Et on n'est pas à l'abri que l'entreprise disparaisse et qu'en fait Microsoft les lâche une fois qu'ils ont obtenu tout ce dont ils avaient besoin en termes de recherche et de qualité de résultats. Et d'ailleurs, OpenAI, c'est quand même une entreprise, quand on regarde un peu plus près, qui est gérée assez bizarrement. On a eu cet épisode totalement lunaire où on a Sam Altman qui s'est fait dégager par le board, puis ensuite qui a été réintégré suite à la pression des salariés. Alors déjà, pourquoi il s'est fait dégager, ça, je ne sais pas. Mais comment ça se fait qu'un board ait cédé à la pression des employés, moi, ça me semble très bizarre. Et là, récemment, on a le board qui a démissionné, puis ensuite on a la chef la chef de la direction technique qui s'est barrée pour créer sa propre boîte. C'est vraiment très bizarre ce qui se passe là-bas. Et on est aussi passé d'un statut quasi associatif à but non lucratif au renversement pour la recherche de profit. Ce qui était un des faits que critiquait Monsieur Musk d'ailleurs, qui a participé à sa création. Ouais. Et bon, au-delà de OpenAI, moi ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir qu'il y a eu énormément de progrès qui ont été faits à plein d'endroits donnés. Alors sur la génération d'images, c'est fantastique ce qu'on a aujourd'hui. Il y a Midjourney qui est très bien, mais pour ceux qui seraient un peu geeks, il y a Stable Diffusion, et Stable Diffusion c'est vraiment fantastique.
En gros, c'est tout l'écosystème d'IA génératrice d'images open source. Et il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez trouver des modèles que se partagent les gens, qui s'entraînent les uns les autres. Et moi, en fait, j'ai craqué. J'ai craqué il y a un an. J'ai claqué 1200 balles dans un ordi puissant pour pouvoir faire tourner mon petit Stable Diffusion à la maison. Et j'utilise pour faire des visuels. Bon, ça me sert pas plus que ça, mais je suis très content de l'avoir. D'ailleurs, dis-nous en plus sur tes visuels, Robert. alors mes visuels tournent autour de plusieurs thèmes. En général, le beau temps, la synthwave, le cubisme et les jolies meufs. Oui, voilà, le cubisme. Le cubisme, hein. Il y a plus de cul que de bisme. Et ça, c'est uniquement pour les adhérents à la version payante du Discord du régime des actifs. Ah ben alors là, j'en ai. Hein. Putain, j'ai découvert des modèles fantastiques, les amis. Bah, moi, j'aimerais citer, tu sais, tout à l'heure, je parlais d'Apollon le Breton au sein de la rubrique des jeunes actifs du jour. On oublie aussi notre ami Pablo, qui nous avait parlé de son business. Et ben lui, il s'en sert quotidiennement pour la rédaction d'articles. Donc en fait, je vous fais un bref rappel. Notre ami Pablo, lui, il fait du coaching d'entrepreneurs et surtout de la gestion d'images sur LinkedIn avec de la génération de leads. Et donc, en fait, un entrepreneur qui n'arrive pas à vendre ses produits ou ses services passe par Pablo qui va prendre en gestion son compte LinkedIn et lui faire de la pub. Donc, il va ajouter des gens, créer des conférences et écrire des articles. Et Pablo m'expliquait que 100% de ces articles, il les écrivait grâce à GPT et que ses clients étaient ravis de chez ravis. À chaque fois, il le félicitait. Il disait, mais Pablo, mais c'est incroyable ce que vous avez écrit, etc. Et il facture les articles à tire-larigot. Donc, vraiment exceptionnel. Voilà, donc ça c'est une des utilisations, d'ailleurs monétisées de cet outil, ce que je trouve assez génial. Ouais. Et alors, il y a d'autres utilisations qui sont assez intéressantes. Moi, une question que je me posais, c'était est-ce que avec ChatGPT, on peut être en mesure d'extraire de l'information de manière efficace afin de la synthétiser sur des textes. Et avec un ami que j'embrasse, on s'était lancé dans un genre de POC pour voir si on pouvait pas analyser des articles de recherche et fournir du coup d'un résumé des articles de recherche pour aider des chercheurs. Il se trouve qu'un plugin de GPT l'a fait avant nous et que ce qu'on avait comme résultat c'était pas très bon, mais voilà, c'était assez intéressant comme expérience. Et je me suis posé la question de GPT pour l'investissement. Et j'ai entendu que aujourd'hui ça se faisait beaucoup de faire des analyses de conf call. Donc vous voyez quand vous avez une annonce de résultats d'une entreprise, il y a un conf call, ensuite le conf call est retranscrit à l'écrit. Et beaucoup d'IA sont utilisées pour analyser les conf calls et prédire si on a une hausse de la dette ou une hausse du free cash flow, des trucs comme ça, et du coup faire un pari directionnel sur l'évolution du prix. Et apparemment ça marche pas trop mal. Donc l'IA comme ça pour la finance autre que la finance quantitative, c'est quand même pas mal. Et voilà. Et après je sais pas si toi t'as envie d'embrayer sur la question des chansons, mais alors moi c'est un truc qui m'a fait hurler de rire. C'est tous ces sites qui te permettent de générer des chansons. Ouais. Oui, on s'est bien amusé à rentrer dans l'outil de génération de musique. Tu leur rentres, tu lui dis, génère-moi une musique à tel sujet avec telle parole, et c'est assez rigolo de voir qu'il y arrive parfaitement à faire des choses très rythmiques. Bon, ça va pas être le tube de l'été, mais c'est très rigolo. Et moi, j'ai vu quelque chose de très intéressant à ce sujet, c'est sur YouTube. Tu as souvent des vidéos qui durent 4 heures où c'est de la musique lo-fi, qui est très, très utile pour travailler, pour se concentrer, etc. Et récemment, mon algorithme me proposait ce genre de vidéo et avec un style tout particulier. C'était un peu de la techno japonisante qui faisait des millions de vues. Et c'est là que je suis tombé sur un article qui expliquait qu'en fait, c'était totalement généré par IA.
et que ça cartonnait et que des milliers de comptes reprenaient ce concept et que ça marchait très bien et qu'on ne s'en rendait même pas compte. Ouais, moi je me suis rendu compte du truc, mais t'as effectivement YouTube qui propose énormément de musique lo-fi japonisante. Bon, on s'en rend compte quand même, hein, les voix sont, Oui, ouais. sont un peu différentes, etc. Mais c'est assez marrant ce qu'on peut trouver. Le truc qui m'a fait rire aussi beaucoup, c'est les reprises de voix de chanteurs afin de chanter d'autres chansons. Ah Par ouais. exemple, Johnny qui chante Scooby-Doo, Qui c'est... chante ouais, au Pokémon. Ouais. You want to see partout, revoir les jours de ce mystère. Les indices après tout, quand ils à toi Manchou, quoi de Scooby-Doo. Par les pays, retrouver nos protagonistes. Et des esprits, attendant au bout de la piste. Quoi de Scooby-Doo, nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Les indices après tout, quand ils à toi Manchou, quoi de Scooby-Doo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, quoi de Scooby-Doo. C'est fantastique. Et alors moi j'avais découvert ces outils de génération de musique, c'était je crois en mai-juin, quelque chose comme ça. Et c'est la période, c'est la période bénie où on a eu le coup d'État aux Républicains. Et où j'avais du coup, je m'étais amusé, j'avais créé le petit tube Duciotti. On Ah mettra ouais. peut-être en fin d'épisode parce que c'était assez rigolo. Et je Ou au crois qu'il était milieu, on verra. il était en italien, non? Il était en italien. Oui, j'avais Ouais. fait les efforts. En fait, j'avais écrit en italien afin d'être sûr de générer une chanson en italien. Ouais, la musique était bien. On la mettra, on la mettra. Et oui, d'ailleurs, dans l'épisode Radioactive 3, c'est la chanson texane sur Bench et une cigare. Bon, on a aussi le maïs d'Escuffon. On a utilisé Ah un oui, peu oui. d'IA pour faire dire Du à Maïs, du clonage de voix. exactement. Pour que Maïs fasse la pub de ses compléments alimentaires, de son maïs basé, riche en vitamine sigma. Enfin Et en bref, ensélium. ça, On s'égare, on s'égare. pour synthétiser notre propos, moi je dirais quand même que il y a certains points sur lesquels on est quand même moins avancé que ce qu'on pensait, notamment sur la partie moteur de recherche, etc. Mais par contre, en entreprise, moi je vois des habitudes qui se dégagent. Je vois que pour les informaticiens, c'est d'ores et déjà une norme d'utiliser l'IA. Tout le monde l'utilise. Et je suis d'ailleurs un peu triste de voir que aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas au sujet. Et là, je m'adresse particulièrement aux demoiselles qui nous écoutent, mais j'ai l'impression que les filles se foutent totalement de ce sujet. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'avais recommandé à ma copine de faire ses CV et ses lettres de motivation facilement grâce à cet outil et on sentait que la flemme était présente. Ah oui, attends, mais moi l'autre jour, je parlais avec une jeune fille qui avait un devoir à faire, et c'était un devoir avec pas beaucoup de valeur ajoutée, qui faisait pas énormément réfléchir et qui était un peu chiant, et je lui dis, mais demande à ChatGPT de le faire. Elle me dit, c'est quoi ChatGPT? Oh, Est-ce qu'on vit sur la même planète? quel âge? Quel âge? Une jeune fille qui avait la vingtaine, etc. Ah oui, 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 grave. Et qui était un peu geek malgré tout, mais ce sujet-là, elle s'en foutait. Internet, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui voient pas forcément l'utilité, qui s'intéressent pas à la technologie en général. Mais à propos de technologie, tu nous parlais de notre cher Elon Musk, mais Elon Musk, il est très content. Tu peux nous Ah expliquer bah, pourquoi? il a parié sur le bon cheval et je crois il a fait un don au Parti républicain ou à Donald Trump pour sa campagne de 75 millions de dollars et s'est retrouvé derrière avec une plus-value de ses actions Tesla à plusieurs milliards. Comme quoi, le doigt mouillé, ça paye. Et oui, du coup, le deuxième partie de cette émission, c'est la victoire de tonton Trump. Cette victoire de tonton Trump, j'aimerais qu'on l'aborde de trois façons. La première façon,
c'est d'essayer d'expliquer en quoi ça n'a pas forcément d'importance pour nous. Deuxièmement, en quoi c'est positif. Et troisièmement, ce qui devrait nous inquiéter. Très bien. Bah, écoute, je te laisse embrayer sur en quoi ça n'a pas d'importance pour nous. Beaucoup de gens s'enthousiasment et disent « Ah là là, maintenant qu'on a Trump, tout va changer ». Ou alors s'inquiètent en disant « Ah non, non, il y a Trump qui est là, tout va changer, il va être très méchant avec la Chine, il va faire du protectionnisme, etc. » Et en fait, qu'on ait Trump, Biden ou Kamala, sur ces aspects-là, je pense qu'il n'y a pas énormément de changements. Et pourquoi ? Parce que ce qu'on remarque, c'est que Trump, lors de son premier mandat, c'est quelqu'un qui a lancé une dynamique forte de protectionnisme et de réindustrialisation des États-Unis, qui s'est lancé aussi dans des politiques assez inflationnistes de tarifs douaniers, de sanctions envers la Chine et de relance de l'économie en général. Et toutes ces politiques, vraiment toutes ces politiques, ont été poursuivies par Joe Biden. Et quand on regarde le programme de Kamala, c'était pas sensiblement différent de celui de Joe Biden. Donc, je pense que à ce niveau-là, il y a aucun gros changement à attendre concernant les positions économiques et assez assertives des États-Unis. Je pense que ce qui peut changer à la marge, c'est éventuellement la façon dont sont abordés certains conflits géopolitiques. Oui, bah moi je pense que la première partie c'était en quoi l'élection ne nous impactera pas. Oui, je pense qu'en fait on a des soucis tellement plus grands à régler en Europe et surtout en France que de toute façon que ce soit Trump ou un autre, c'est pas ça qui va nous sortir des difficultés dans lesquelles on se trouve. Et de toute façon, maintenant, on est un peu en fin de course de cette fièvre mimesque de campagne où tout était très drôle, tout était très, très beau. On a eu la tentative d'assassinat raté qui a lancé cette dynamique, puis le coup du McDonald's, le coup du camion poubelle, les jolis montages, etc., etc. Mais en fin de compte, on sait tous que le plus grand ennemi de Trump, c'est Trump lui-même. Et qu'il va, à mon sens, il va quand même décevoir. Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un grand rebond, que du jour au lendemain, il n'y a plus de guerre en Ukraine, que l'Iran cesse de balancer des missiles au Moyen-Orient, ou que sais-je. Mais effectivement, on va reprendre la continuité de ce qui s'est fait au cours des 4 années de Trump 1. Il va reprendre en main un pays qui est quand même qui a été géré par un Biden fatigué et qui n'a pas forcément fait les meilleurs choix avec cette inflation. Sur ça, je suis pas forcément d'accord. En fait, pour moi, quand tu regardes le bilan économique de Biden, il est assez positif. En fait, c'est dans la continuité de Trump, c'est-à-dire de la grosse réindustrialisation, une croissance économique qui fait baver tous les pays européens, mais pas que les pays européens, aussi les pays d'Asie comme le Japon, aussi le Canada. Après, ils ont comme nous un problème de dette oui, qui s'est pas amélioré sous la dernière présidence. Ouais, mais Trump, ça a été quand même un mec qui a vachement endetté les États-Unis, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de... Justement, ce que j'entendais, c'est que Trump a déjà endetté, ça s'est empiré sous Biden et ça va continuer par la suite. Donc, juste, je pense qu'après l'euphorie de la victoire, on va se rendre compte que ça, effectivement, ça va pas changer grand-chose, comme on a pu le dire jusqu'à maintenant. Alors, maintenant, on peut peut-être passer sur... alors, c'était quoi ? C'était les points positifs Alors, ce qui est sympathique, alors déjà, premièrement... victoire culturelle. Je pense que déjà nous investisseurs nous pouvons être très contents de voir que nos portefeuilles ont explosé très violemment au cours de la semaine. Moi, sur mes investissements, j'ai pris genre 10 000 balles, un truc comme ça depuis l'élection, truc de fou. Sur le Bitcoin. Ah ouais, notamment grâce au Ponzi cryptographique. Après, sur les marchés actions, les hausses, je pense qu'elles s'expliquent de deux façons. Déjà, le protectionnisme, c'est inflationniste, donc pas bien pour la population, mais c'est plutôt bon pour les investisseurs.
Et c'est surtout les annonces. Enfin, le camp démocrate avait des propositions de taxation qui étaient délirantes. Donc, Ouais, mais à mon avis, ils les auraient pas appliquées. Et je pense que ce qui a fait aussi monter les marchés, c'est que il n'y a pas eu d'incertitude quant au résultat. Pas de oui, risque d'une contestation et de de guerre violence, civile. d'invasion du Capitole Ça, 2 c'est, avec les lance-flammes de Elon Musk. c'est Monsieur Fabry qui expliquait ça très bien. Je commençais à écouter, je n'ai pas fini sur sa dernière émission, sur le fait que le gain du vote populaire et la victoire très nette empêchaient tout risque de contestation d'un camp ou de l'autre, et donc permettait justement cette transition très, euh, très aisée d'un camp perdant au camp victorieux. Oui, oui, effectivement, c'est quelque chose qui donne une certaine légitimité, une certaine assise à Trump. Et oui, de toute façon, les marchés aiment bien la stabilité, quoi qu'il arrive, donc Et, c'est non plus que je pense que de récompenser manière ce fait. générale, pour tous ceux chez nous qui sont investis aux US, c'est assez positif parce que la poursuite d'une politique à la fois de croissance inflationniste aux US, ben c'est bien pour nous, sachant qu'on a un dollar qui monte, qui se renforce par rapport à l'euro, et qu'on est dans une configuration qui est un peu bizarre où le dollar est inflationniste, l'euro n'est pas inflationniste, mais le dollar prend quand même de la valeur par rapport à l'euro. Donc c'est clairement bon pour nous. Et après, sinon, je pense que il y a un autre aspect qui est l'aspect culturel, et là, on va avoir beaucoup de choses à dire. Oui, ouais, l'aspect culturel, c'est vrai que... Alors moi, j'ai senti un plus grand enthousiasme qu'en 2016, mais j'ai quand même le souvenir d'avoir plus rigolé en 2016 qu'en 2024. Pour ceux qui étaient là en 2016, lors de la campagne de 2016, c'était une campagne très mémesque, où on avait Trump qui était arrivé aux primaires, personne pensait qu'il allait gagner les primaires, il était face à Jeb Bush et il l'avait ratatiné, en fait il avait ratatiné tous ses opposants. Ça avait été un peu le gagnant surprise de la primaire des Républicains. Très rapidement, les médias avaient commencé à dire pique-pendre de ce personnage qui est apparu pour beaucoup d'entre nous sympathique. Et à la grande surprise de tout le monde, il a gagné. Il a gagné et c'était assez marrant. Mais alors moi, à l'époque, j'étais encore dans les études. Donc en soi, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Et ce que je voyais dans Trump, c'était plus que c'était un gars marrant qui faisait chier des gens dans mon pays parce qu'il n'était pas très politiquement correct. Euh, mais là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a une forme de montée en maturité. Parce que là où en 2016, ce que je voyais, c'était une campagne fondamentalement un peu populiste, gogol, qui avait emmené un clown à la Maison Blanche. Là, on a quand même vu une campagne. On a toujours Trump qui est une bête de foire, hein, qui est un homme de spectacle, qui a été accompagné par des entrepreneurs, par des gens qui viennent de la tech, des ventures capitalistes, en fait des gens sérieux. Alors il y a toujours bien sûr la vibe mémesque, un peu populiste et parfois limite un peu conspi, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des gens sérieux avec lui. Ouais, tout à fait. Et après, ce qui est intéressant, c'est que il est presque devenu mainstream, j'ai envie de dire. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait enfin, la fenêtre d'Overton a été déplacée en sa faveur. Et effectivement, c'est beaucoup moins... Enfin, on passe beaucoup moins pour un pestiféré lorsqu'on éprouve de la sympathie pour le personnage. Ce qui n'était pas du tout le cas en 2016, où le simple fait de dire qu'on trouvait Trump marrant permettait de se faire traiter de facho. Mais là, voilà, déjà, on a des figures importantes. Tu l'as dit, du côté de la tech et du venture capitalisme, on a évidemment Monsieur Musk, mais pas que. Ce que citait Fabrice, c'était aussi les sympathies de grands milliardaires comme Zuckerberg, Jeff Bezos et autres. Et donc, par conséquent, derrière, un affaiblissement des attaques ad hominem de la presse. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, il y a toujours cette réaction presque physique des médias face à cette victoire. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Mais ils sont de moins en moins crédibles. Tu as vu l'extrait que je t'ai envoyé l'autre soir sur le plateau, où
t'as cette journaliste qui parle dans un délire, oui, quand il était petit, il traînait avec des mafieux qui étaient russes, donc par conséquent, c'est l'ami de Poutine, ça en devient caricatural. Et son papa avait des amis au Ku Klux Klan, Oui, des voilà. trucs qui sont totalement ridicules. Totalement ridicule et caricatural, ce qui fait que ça, en fin de compte, les gens sont de moins en moins inquiétés par la chose. Et moi, je l'ai remarqué au bureau, tout le monde s'en foutait, vraiment. Personne n'était plus choqué que ça de sa victoire. Là où en 2016, en revanche, j'avais le souvenir vraiment d'un choc, avec des camarades de classe qui pleuraient, ce genre de truc. Ah, mais quelle bande de gogoles, quoi. Vraiment des gogoles, alors que moi, j'étais hilar. Mais cette année, non, rien. Tout le monde je pense qu'on s'y attendait. Et de par le fait qu'il y a déjà eu un Trump 1 pendant 4 ans où il n'a pas foutu des migrants mexicains dans des chambres à gaz, cette année, effectivement, on se dit moins que ça va être la fin du monde. Oui, et en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est que les gens ont quand même une meilleure idée de ce que ça peut donner un mandat Trump, parce qu'on l'a déjà eu pendant 4 ans. Mais il y a tellement de gens qui sont en pilote automatique sur le sujet. Tu prends tous les gens de la presse, de la télé, les Raphaël Enthoven, etc. On a vu Trump, ce que ça donnait pendant 4 ans, et pourtant, les gens en sont encore à croire toutes les bêtises qui ont été racontées dans des médias partisans aux États-Unis, reprises telles quelles et décontextualisées dans nos médias à nous, et à faire comme si c'était la vérité, sans être capable de la moindre distance critique, de la moindre vérification d'informations, etc. C'est quelque chose qui me sidère. Je comprends pas que des gens qui sont censés être un peu au-dessus du lot soient aussi bêtes sur la question. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Après, on est quand même ici pour parler de ce qu'il y a de positif. Et force est de constater que la plupart des gens en France voient Trump de manière négative. Au mieux, il y a des gens qui s'en foutent. Mais par contre, ce que je trouve bien, c'est que parmi les gens qui le voient de manière positive, il y a eu un message, il y a eu un message qui est passé. Et ce message qui est passé, c'est que on n'a pas besoin d'être des gogoles populistes pour marcher. Il suffit d'être cool. Que l'entreprise c'est cool, qu'avoir des milliardaires avec soi c'est cool, que parler de technologie et d'envoyer les gens sur Mars c'est cool. Et je pense que ça va faire du bien à toute une partie des libéraux et des gens de droite en général. Si ça peut les aider à se débarrasser de toutes leurs idoles de rats de bibliothèque, là, les générales de Gaulle, les Charles Maurras et que sais-je. Les Napoléons. Les Napoléons. Non, mais parce que Napoléon, ça va, c'est cool 2 minutes, mais on vit dans le présent, et le présent, c'est pas que ça, c'est aussi composé avec les enjeux technologiques et économiques. Non, mais Robert, écoute, Dreyfus, il était coupable. C'est essentiel de le savoir en 2024. Qui ça est coupable? Dreyfus, voyons. Dreyfus. Bon, c'est vrai que ça existe, les gens qui nous parlent encore de Dreyfus en 2024. Mais vraiment, moi je suis très heureux de voir que des gens se défont ça. Et quand tu regardes aussi les gens qui sont plutôt des minorités politiques et particulièrement de droite, ont plutôt un logiciel populiste voire tiers-mondiste, ce qui fait aussi qu'ils sont tout le temps en train d'aduler Poutine, la Chine et je ne sais quel autre pays peu fréquentable et peu recommandable. Et en fait, avoir Trump à la Maison Blanche et Trump entouré d'entrepreneurs, pour moi, ça envoie un bon signal qui est, les gars, c'est bon, vous avez plus besoin d'être des cassos, vous pouvez être aussi des gens normaux, vous pouvez être aussi des gens cool. Oui, moi je pense que Trump a réussi à déringardiser les États-Unis. Et en fait, il a fait d'une pierre deux coups parce que d'un côté, il a déringardisé les États-Unis. On avait cette image un peu... C'est quand on est petit, on aime bien les États-Unis. Quand on grandit, on les déteste. Et quand on mûrit, on les aime à nouveau. J'ai l'impression. Et ben là, il a consolidé cette dernière phase d'amour. En servant des frites, en faisant venir des hélicoptères de combat sur ses meetings et ce genre de trucs. Et en ravivant un peu cette flamme des années 80.
Donc ça, je trouve que c'était plutôt une bonne chose, au moins pour leur pays. Nous, on est français, ça nous touche un peu moins. Et la deuxième chose qu'il a parvenu à faire, c'est qu'il a certes déringardisé les États-Unis, mais il a complètement ringardisé le camp d'en face, à savoir tout ce que nos boomers aiment appeler les woke et le wokistan. Bon, bah, ça prend de moins en moins, et ça fait un élément de fatigue en moins à devoir gérer au quotidien. C'est vrai que Kamala s'était engouffrée dans ça, et désormais, je pense d'ici 3 mois, on aura oublié qui était cette bonne femme, et ils vont pouvoir passer à des choses plus sérieuses. Oui, c'est une très bonne chose, effectivement. Je pense que ça va aussi créer un électrochoc au sein des démocrates et les forcer à revenir à des sujets un peu plus sérieux et arrêter de faire du sociétal en permanence, parce que c'est des sujets secondaires. En fait, c'est des sujets de pays aisés qui n'ont plus rien à faire. Discuter du sexe des anges, ça sert à rien. Voilà, donc si nous, on pouvait s'inspirer un peu de cette façon d'être, de combiner à la fois le milléisme argentin et le trumpisme américain, je pense que ça nous ferait le plus grand bien. Mais quelque part, c'est un peu l'esprit du régime des actifs, hein. Exactement. Nous sommes la version française de ces deux personnages. Les milliards en moins, malheureusement. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, oui. C'est grâce au parrainage de Giraud, hein, dans la description, oui, toujours, bien sûr, que nous allons devenir très riches. Exactement. Alors, dernier point, du coup, on a dit en quoi cela ne nous impacte pas, en quoi cela est positif. Et dernier point. Ce qui devrait nous inquiéter. Ce qui devrait nous inquiéter. Ce qui devrait nous inquiéter, déjà, il y a le volet international. Est-ce que, par exemple, au Moyen-Orient, ça risque de corser encore plus les choses et à renforcer les velléités expansionnistes israéliennes? Ça, c'est jamais une bonne chose. Indépendamment de ce qu'on peut penser sur les Palestiniens ou les Israéliens, on s'en fiche. T'as une région qui est déstabilisée où il y a des conflits, on ne peut que souhaiter que ça s'arrête. Avec l'arrivée de Donald Trump, on ne sait pas si ça sera le cas. En revanche, pour l'Ukraine, moi je ne suis pas un expert, mais j'ai cru comprendre que ça permettrait de mener le conflit vers une issue plus favorable à l'Europe. Donc on ne peut pas s'en inquiéter, mais il y a quand même une part d'inquiétude dans ce sujet. Il y a l'Iran qui est inquiétant, parce que sous la présidence Trump, il y avait eu des échauffourées entre les États-Unis et l'Iran. Et puis il y a le côté protectionniste qui évidemment va nous impacter, ça c'est sûr. D'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue des biens et services, on pourra moins importer facilement du vin français en Californie. Ouais, je pense que ça c'est quelque chose qui peut impacter déjà tous les gens qui investissent dans des entreprises de spiritueux qui vendent aux États-Unis. Bon, ça c'est la première chose. Je pense aussi que il faut s'attendre à ce que les États-Unis soient un peu plus exigeants vis-à-vis de l'Europe. On le sait, hein, pendant le premier mandat de Trump, on avait eu quand même plus d'exigences des États-Unis sur la nécessité d'avoir les Européens qui investissent dans leur budget militaire. Donc, s'ils le faisaient, ça serait pas forcément une mauvaise chose, hein. Si la Russie a fait ce qu'elle a fait, c'est aussi en partie parce que les Européens n'étaient pas armés. En tout cas, moi, je pense. Mais à mon avis, nous, en tant qu'Européens, on ne devrait pas être si inquiétés que ça. Être dans l'OTAN avec des États-Unis assez assertifs, c'est pas forcément une mauvaise chose. Les États-Unis qui font du protectionnisme, comme je vous disais, que ça soit Kamala ou Trump, ça change pas beaucoup et c'est aux Européens de réagir. Par contre, moi, il y a un point qui commence à m'inquiéter un peu sur les États-Unis, c'est que on va quand même avoir un Trump qui va avoir tous les pouvoirs pendant 4 ans, qui va avoir personne en face de lui, qui parle de mettre sous sa direction la Fed et en fait la plupart des institutions. Alors on parle aussi de faire dégrossir l'État américain, mais moi ce que je vois, ce que j'entends,
c'est que tout le monde, y compris les milliardaires, les oligarques en tout genre, ont tendance à soutenir une forme de concentration du pouvoir entre les mains du président américain. Et nous, on voit bien ce que ça donne en France, ce genre de dérive, et on voit ce que ça donne dans les pays peu fréquentables que sont l'Algérie, la Syrie, la Libye, la Biélorussie et la Russie. Et c'est clairement pas ce que je souhaite pour les États-Unis. Oui, c'est toujours le dilemme de l'homme providentiel qui a tous les pouvoirs. À partir du moment où tu enlèves cet homme providentiel pour mettre un mauvais personnage, donc si au bout des 4 ans de la présidence Trump, tu as un gogol démocrate qui reprend le siège avec tous les pouvoirs qu'avait le président Trump, ça peut être catastrophique. Oui. Parce que tout le monde applaudit en se disant c'est génial, on va gérer les États-Unis comme une entreprise et on va avoir un gars compétent qui est Trump, qui va être épaulé par les J.D. Vance, les Vivek, les Elon Musk, etc. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où c'est un turbo-communiste qui arrive à la tête des États-Unis? Et c'est pas du tout improbable d'avoir ça. Des élections, il y en a souvent. Il y a de l'alternance politique, c'est normal. Et de temps en temps, on va voir des gens très libéraux à la Ronald Reagan, et parfois on va voir des gens très socialistes, à la Roosevelt par exemple. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un pays où le pouvoir est aussi concentré et dans lequel il y a peu de contre-pouvoirs? Parce que c'est aussi ça qu'on entend, c'est baisser les pouvoirs du Congrès en général, ne pas demander au Congrès de valider tel ou tel ministre. Enfin, c'est quelque chose qui est assez inquiétant et qui ressemble de plus en plus à une république bananière. Si seulement on pouvait avoir moins de concentration des pouvoirs en France. C'est ce vers quoi on tend, heureusement, mais... Alors c'est pas forcément parfait, hein, ça devient un peu le grand n'importe quoi comme ce qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec des amendements en tout genre et du gros bazar, mais à mon avis c'est bien meilleur pour la paix sociale et sur le long terme. Ça évite un exécutif et surtout une administration qui fait n'importe quoi avec des dépenses qui sont incontrôlées. Le parlementarisme n'empêche pas le socialisme, mais par contre, quand on compare la France à tous ses voisins, force est de constater que la France est peut-être le pays qui gère le moins bien ses dépenses publiques et qui gère n'importe comment ses impôts. Alors, est-ce que tu as envie d'ajouter un petit mot sur le sujet, mon cher Boris ? Pas de mots à ajouter, simplement on attend de voir ce qui va se passer. La passation se fait en janvier. Et on ajoute tout notre argent aux États-Unis, hein, parce que c'est quand même le meilleur endroit pour faire des thunes. Hein. Là, c'est vrai qu'ils ont accumulé les bonnes nouvelles, tandis que nous, on a fait l'inverse. Alors, si Total Energy se barre pour ne plus être coté au CAC 40, mais au Dow Jones, on en fera de même. On mettra tous nos œufs outre-Atlantique. On ne peut que souhaiter cela. Hein. Garder votre argent en France, c'est pas un acte patriote, hein, c'est un acte stupide. C'était un acte suicidaire. Le moins d'argent vous donnez à l'État français, le moins d'argent vous lui donnez pour vous nuire, hein, tout simplement. Ouais. Et c'est même pas jeter de l'argent dans un trou, c'est mettre une pièce dans un robot assassin qui va s'activer pour te nuire. Exactement. Mais malheureusement, si ce bon vieux Don, Papa Trump, interdit les pays du tiers-monde, enfin les ressortissants des pays du tiers-monde sur le territoire américain, avec un deuxième Muslim ban, peut-être que les Français seront bannis. On ne pourront plus nous y réfugier. Mais d'ailleurs, sur ce point, c'est assez marrant de voir qu'il y a eu une forme de bascule du discours de Trump sur l'immigration. C'est-à-dire qu'on est passé d'un discours qui était, en fait, un discours de WASP, disant il faut se débarrasser des criminels et préserver notre culture, à un discours qui est un peu plus business compatible, où on veut pas d'immigration illégale, on veut pas de criminalité, mais dans notre grande famille, il
il y a des Mexicains, il y a des Latins, il y a des musulmans. Il a fait venir des mecs en djellaba parler à ses propres meetings. Et en fait, je pense que le parti des Républicains s'apprête à devenir le nouveau parti, le nouveau parti de gauche, le nouveau parti des minorités. Pot. Et je ne peux que citer à ce sujet le Trump italien, le regretté Silvio Berlusconi, qui disait nous fermons les frontières, sauf pour les jolies filles. Un homme plein de sagesse. Et oui, il nous manque. Eh bien, on peut clôturer ce deuxième sujet sur Donald Trump. Et si tu veux, on peut dire 5 minutes sur la rubrique que je t'ai proposée, à savoir l'avenir du régime des actifs. Pour entamer cette 5e saison sous un bon augure. Donc, le régime des actifs était originellement un projet de chaîne YouTube qui s'appelait le Club Vulpes. Club Vulpes qui nous a quand même sollicité, pour lequel on s'est beaucoup investi. On avait filmé, je crois, 4-5 vidéos, des heures de montage, des heures de design pour le logo, etc., etc. De l'investissement en caméra, en trépied, en micro. Et c'était extrêmement chronophage. Et sur un coup de tête, après quelques tweets rigolos, on s'est retrouvé chez toi, je crois, pour enregistrer le premier épisode du podcast. C'est le régime des actifs qui part d'un concept très simple. C'est face à la tyrannie des retraités, nous souhaitons instaurer un régime des actifs, savoir un peu ce mode de vie favorable à la jeunesse, au travail, à l'investissement sur soi, mais aussi à l'investissement dans des actifs. Et donc, on a fait la saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, avec nos rubriques phares que sont le doigt mouillé pour parler finances, l'instant contribuable pour cracher sur les impôts, le jeune actif du jour, qui nous manque d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un, et ensuite les rubriques un peu gogol, donc le café du commerce, le grimoire de Maurice, etc., etc. À hauteur de un épisode toutes les 2 semaines sur toutes les plateformes de podcast, principalement Spotify, mais aussi disponible sur YouTube, sur Deezer, sur Apple Podcast, Amazon Podcast, etc., etc. Et donc aujourd'hui, quel est le bilan de cette expérience, mon cher Robert? Es-tu satisfait de tout ce travail? Et moi, je suis très satisfait de certains aspects qui sont que déjà, on s'est bien amusé à le faire jusqu'à présent. On a eu aussi du coup la possibilité de parler de sujets qui nous tenaient à cœur, sur lesquels on discutait beaucoup et qu'on n'avait pas forcément l'opportunité de partager à des gens. Ça nous permet aussi d'être en contact avec des gens sur le net, d'apprendre beaucoup de choses, de partager, aussi de se fixer des objectifs, des deadlines, etc. Donc ça, c'est assez cool. Après, en ce qui concerne les objectifs atteints, c'est pas top en termes d'audience. En plus, il faut avouer que ce qu'on fait, malgré tout, ça reste assez chronophage. Et c'est assez difficile de gérer à la fois le rythme du travail, de la vie de famille et d'avoir un podcast qui nécessite de tourner, de monter et surtout d'être actif sur les réseaux sociaux et d'être un peu putassier. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis du même avec toi. Je suis très content parce que je trouve qu'on a fait du bon travail. Je trouve qu'on a quand même traité des sujets pertinents, intéressants. Oui, après, c'est vrai que parfois, tu as des épisodes qui sont plus qualitatifs que d'autres, mais ça, c'est en raison du fait que, comme tu l'as dit, on n'a pas toujours le temps de le faire, de s'investir à 100%. Donc moi, je suis très satisfait de ça. Je suis très satisfait aussi des gens qu'on a pu rencontrer grâce au podcast, parce que, tu vois, on a pu, de par les abonnés qu'on a gagnés, de par les canaux de communication qu'on a créés, on a pu communiquer avec des gens très intelligents et pertinents. Et le seul bémol, c'est effectivement les KPI ne sont pas là. En termes d'objectifs quantitatifs, on fait peu de vues, on n'augmente pas les vues, ou très faiblement. Et pourtant, l'effort reste le même. C'est-à-dire qu'un épisode, ça prend environ 1 heure à enregistrer. En amont,
Si c'est des sujets de fond, ça prend bien 2-3 heures à préparer. Donc ça fait 4 heures, et à monter, ça fait 2 heures supplémentaires. Sans compter le montage visuel qui prend au moins 1 heure. Donc par épisode, c'est quand même entre 5 et 10 heures, quoi. Donc 5 et 10 heures, ça peut sembler peu, mais quand on travaille à côté, surtout à notre rythme, à nous, ça fait beaucoup. Et on ne peut pas se permettre de passer full régime des actifs, comme toi, si je peux donner un exemple, tu as des chaînes qui font à peu près ce qu'on fait. Je ne peux citer par exemple que Victor Ferry. Victor Ferry qui est très inspirant. Je vous invite à suivre ce qu'il fait, c'est intéressant. Il parle de rhétorique, de finance, de business, et on a fait un épisode avec lui, on l'embrasse. Voilà, on le salue, on l'embrasse, on le remercie d'être passé au régime des actifs. Mais lui, il fait ça au quotidien, il fait plusieurs vidéos par jour. Et sur Twitter, il est très actif, il a une stratégie très agressive qui marche, parce que c'est comme ça qu'on obtient des likes et des vues. Nous, par essence, on est plus réservé, on se met moins en scène. C'est aussi pour ça que l'avantage du podcast, c'est qu'on peut rester anonyme, on ne voit pas nos têtes, on entend nos voix, mais il n'y a personne qui peut nous retrouver un matin dans la rue. Et donc ça fait que techniquement, on a moins de vues. Donc maintenant, la question c'est de dire, est-ce qu'on conserve le régime des actifs comme un projet de temps libre, passion, hobby, ou est-ce qu'on continue à se démener pour que ça devienne un vrai produit sur le marché du divertissement? Et pour ce faire, il faudrait justement qu'on trouve une stratégie gagnante. Mais au-delà de faire ce que fait Victor Ferry, par exemple, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Il y a un travail à faire de notre côté pour savoir comment être plus efficace, pour arriver à tenir un rythme de production en nous prenant moins de temps, et être aussi plus efficace dans la façon dont on arrive à toucher des gens et à faire grossir l'audience. Parce que ce qu'on constate, nous, c'est que on a une audience qui est assez fidèle, une audience de niche avec des gens qui vont souvent nous contacter, etc. Ça va être très bien, mais ça ne grossit pas, et on est sur des médias qui sont quand même pas forcément les plus porteurs, ou en tout cas qu'on n'utilise pas forcément correctement. Moi, je t'avoue que, un peu comme toi, je suis un peu réservé, j'aime pas dire totalement n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mettre ma tête, etc. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait faire un peu plus afin de faire parler du régime. Je sais pas, jouer les gogoles droitardés à fond les ballons sur Twitter, mettre du contenu débile sur YouTube. Ça, on le faisait pendant un moment, mais clairement on n'a plus le temps. Je sais pas, peut-être Twitter. Twitter, je pense que c'est un endroit sur lequel on peut être un peu plus gogol. Ouais. Moi, je pense que je vais essayer de... En fait, l'avantage de Twitter, c'est qu'on pouvait se permettre d'avoir une vitrine personnelle et avoir un profil personnel qui ensuite basculait sur le régime des actifs. En fait, c'est ce qu'on fait au quotidien. Toi, tu as ta chaîne Robert le Tigre où tu parles de finance. Moi, je fais des tweets où je me plains de conneries au taf. Et le but derrière, c'est de temps en temps de dire « Ah bah tiens, en plus de nos tweets de Mongol, on a un podcast plus sérieux, plus travaillé, sur lequel vous pouvez nous écouter. » Et donc je pense qu'il faut multiplier la gogolerie sur Twitter, parce que c'est plus facile à faire. Tu vois, au quotidien, dans le métro, j'ai un peu de temps, au déjeuner, j'ai un peu de temps. Hop, si on peaufine nos contenus sur Twitter pour qu'ils soient plus putassiers, on pourrait ramener plus de monde derrière sur le podcast. Et mine de rien, c'est pas évident. Bon, après, il y a des gens qui sont très bons, mais moi, je t'avoue que je suis un peu... J'ai beaucoup de choses à apprendre, disons. Beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. Pareil. Peut-être qu'il faudrait qu'on reprenne la Blue Checkmark. La Blue Checkmark, ouais. Je sais pas si ça avait marché, parce que sur le moment, je l'avais prise en me disant ça a ramené plus de... Enfin, l'algorithme va mettre en avant mes tweets et le régime des actifs, mais je sais pas si c'était le cas. Peut-être que ça a été. Alors, au début, j'ai eu l'impression que oui, puis ensuite, plus tant que ça, donc moi, je me suis débarrassé de la Blue Checkmark. Voilà, radin comme on est, on a sacrifié... On a sacrifié les 10 balles par mois. Et par contre, je me suis rendu compte que être réactif sous les tweets des gens, ça faisait venir d'autres personnes.
Ouais, c'est ça qui marche. Hein. Après, le truc aussi avec Twitter, c'est que tu peux avoir des gens qui plus soient tes billets. Ça veut pas forcément dire qu'ils vont écouter ton podcast derrière. C'est aussi pour ça qu'on vous invite à partager avec vos proches le podcast. Et à rejoindre le Telegram. Très important. Très important. Bon, en tout cas, saison 5, moi je compte m'y investir. Il faut qu'on réfléchisse. Je crois dans les cartons, on a quelques idées d'épisodes. Déjà, on sort celui-ci. Bientôt, on verra pour le reste. On en a beaucoup des idées. Ce qui nous manque, c'est du temps, clairement. Voilà, c'est clairement le temps. Parfois aussi l'énergie, hein, parce que l'hiver qui arrive et tout, on n'est pas toujours frais. Mais voilà, l'aventure continue. Et cette aventure se termine toujours de la même façon. Vous le savez, c'est par le biais de cet excellent slogan. C'est que si le passé, c'est bien... Eh bien, l'avenir, c'est beaucoup mieux. Exactement. Et on vous invite à partager cet épisode, plus soyez à nos billets et à rejoindre le Telegram. Surtout, n'oubliez pas de plus soyez les épisodes, de les partager. Si vous n'investissez pas, commencez à investir. Parce que... grâce au code promo. Ah oui, avec le code promo, avec notre lien affilié de Giro, ou avec d'autres courtiers, hein. Il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Non, de Giro. Bon, de Giro, ouais. Uniquement via notre lien. Bon, ça marche pas pour le PEA, mais pour le compte titre, c'est très bien. C'est vraiment un courtier qu'on aime. Et surtout, partagez avec vos proches et partagez la bonne parole en général, la parole de l'action, du développement personnel, de l'amélioration continue, afin d'avoir un monde plus beau comme celui qui nous est vendu aux États-Unis, avec des entrepreneurs de la tech, des voyages sur Mars, des Ave Maria dans des gros meetings avec Hulk Hogan qui déchire son t-shirt. Et des festins de hamburgers sous un soleil de plomb texan. Sur ce, Duciotti. Allez, bon, très bien. Fanfara suona forte, il partito è in subbuglio e Ricciotti in rialzo vuol diventare gran capo. Vecchi pensionati li ha vinti con destrezza, sorridi Duciotti, la tua strada è tracciata. Duciotti, il potere è tuo. Duciotti, sei il nuovo Duce e noi lo sappiamo già. Nelle stanze oscure si trama senza fine, ma Eric ha deciso, il trono ora è vicino. Duciotti, il potere è tuo. Duciotti, sei il nuovo Duce e noi lo sappiamo già. Nelle stanze oscure si trama senza fine, ma Eric ha deciso, il trono ora è vicino. Duciotti, il potere è tuo. Duciotti, sei il nuovo Duce e noi lo sappiamo già. Il futuro è adesso, la strada è tua da fare. Con coraggio e forza sarai sempre il vincitore. Duciotti, il potere è tuo. Duciotti, sei il nuovo Duce e noi lo sappiamo già. Duciotti, il futuro è adesso, la strada è tua da fare. Con coraggio e forza sarai sempre il vincitore. Duciotti, il potere è tuo.
Duciotti, Duciotti, sei il nuovo Duce, noi lo sappiamo già. Duciotti, Duciotti. Il futuro è adesso, la strada è tua da fare, con coraggio e forza sarai sempre il vincitore. Duciotti, Duciotti, il potere è tuo. Duciotti, Duciotti, il futuro è adesso, la strada è tua da fare, con coraggio e forza sarai sempre il vincitore.